c'est là-bas que j'ai vraiment rencontré McFly et Carlito. Et je les cite beaucoup parce que, enfin, faut pas se mentir, c'est quand même grâce à eux que j'ai une grosse mise en avant, donc je les remercie. Je pourrais mettre ça en intro de la vidéo. Chaque vidéo me coûtait entre 8 000 et 15 000 euros. Je trouve que les gens l'ont fait trop parce qu'au final, c'est juste une vidéo où c'est des potes qui se marrent et il n'y avait pas besoin d'en faire une traîne, quoi, tu vois. Quand je suis sur scène, c'est le moment où je suis plus heureux. C'est vraiment passionnant comme métier et franchement, je suis beaucoup plus épanoui sur scène que sur YouTube. Bah là, ça n'a aucun sens. Oui, j'ai envoyé la presse à Marilou pas plus tard qu'hier après-midi, donc normalement il y a... Est-ce que tu peux juste baisser d'un ton? On est en open space, donc tu fais un effort. Écoute, je vais Putain, mais on est des bébés, c'est incroyable. J'ai pas l'année de ça, mais peut-être 2016, 2017. Ça fait évidemment très longtemps que j'avais pas vu cette vidéo. C'était sur mon Facebook, ouais, à l'époque où on faisait aussi des vidéos sur Facebook. Je crois que c'est après Vine où du coup, Vine c'était fini, donc on savait pas trop où mettre les vidéos. Parce que les petites vidéos comme ça sur YouTube, ça marchait pas. C'était trop court, quoi. Et donc on a décidé de le mettre sur Facebook. Moi du coup j'avais commencé sur Vine et là ce que tu... Alors c'est dans les locaux de Golden Moustache. Ils m'avaient repéré avec mes Vines justement. Ils m'avaient pris pour faire des vidéos avec eux. Et donc parfois on y allait pour travailler et on en profitait aussi pour quand il y avait du monde pour tourner des vidéos. Golden Moustache c'était énorme à l'époque. Et en fait moi on m'avait pris dans un pôle de vidéos, mais que sur leur site internet, donc c'était pas sur le YouTube. Mais je me dis bon du coup c'est la première étape quoi. Après je vais pouvoir faire des vidéos avec eux sur YouTube, enfin après je serai lancé, je vais faire du cinéma et tout. Enfin vraiment j'étais comme un dingue. Et non, non, ça se passe pas du tout comme ça. Et en plus j'avais un taf à côté. Donc au final j'avais très peu de temps à faire des vidéos. Donc j'ai dû faire 2-3 vidéos avec Golden Moustache et puis en fait j'avais pas le temps quoi. Pas le temps d'écrire et tout. Donc j'avais le temps de faire des vines donc je continuais ça. Mais non, j'avais pas le temps parce que je voulais à tout prix avoir un CDD et enfin à tout prix un CDI dans ma boîte. Oui, je travaillais à Village Webs. J'étais journaliste avec des grosses guillemets. Mais en gros la ligne édito c'était la nuit en général. Donc c'était les festivals, la musique, les clubs, les cocktails. Et donc une grosse partie de mon métier c'était de participer aux soirées, de faire des photos et de chroniquer la soirée le lendemain matin. Et c'est là-bas que j'ai vraiment rencontré McFly et Carlito. Et donc j'aurais pas eu cette mise en avant que j'ai eue grâce à eux. Donc je serais peut-être pas complet aujourd'hui au spectacle, quoi. Donc il y a un effet papillon qui est assez fou. Je les cite beaucoup parce que, enfin, faut pas se mentir, c'est quand même grâce à eux que j'ai une grosse mise en avant, donc je les remercie. Mais on rigole trop et on est devenus très amis aujourd'hui. Ouais, et donc mec, l'immeuble était en feu, il y avait des flammes partout. Très bonne transition là. Et les pompiers voulaient plus rentrer dedans parce que ça allait s'effondrer. Ah. Et là, mec, on entend un bruit d'enfant, un petit bébé qui pleure. D'accord. Mec, je suis rentré direct, Ouais. je suis rentré dans l'immeuble. Tu l'as sauvé? Bah oui, j'ai sauvé. d'accord. Mais j'ai sauvé le bébé. C'est ça, t'as sauvé le bébé. Et mon cul, c'est du poulet. Je savais que certaines personnes se faisaient refaire des parties du corps, mais j'étais loin de... Moi, je rigole pas parce que bon, ça fait longtemps et je l'ai vu 1000 fois. Quoi. Mais en vrai, c'est hilarant. Hein. Regardez. Non, par contre, vraiment, ça reste entre nous parce que j'ai clairement noyé le poisson. Ça, c'est mes potes, mais c'est mes meilleurs amis que je faisais tourner dans mes vidéos à l'époque. Permettant de respirer Parce que j'avais pas d'argent pour payer des intermittents. Mon ami a délibérément assassiné cet animal marin en le noyant. Et du coup, toi, avec ta meuf, ça va? Ouf, ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Après, on communique. Ouais. Mais après, j'ai l'impression qu'avec elle, c'est comme pisser dans un violon, quoi. Quelle idée d'uriner dans un violon. N'avait-il pas mieux à faire avec ce si noble instrument à cordes? Vivaldi doit certainement se retourner dans sa tombe à l'heure qu'il est. Bon, bah, Gérald, oui, c'est vraiment les débuts où ça a commencé à un peu péter, quoi. Et du coup, ça a tellement pété que j'en ai fait 4 et plus 2 BD. J'ai tiré sur un fil jusqu'au maximum, quoi. C'était ma 2e ou 3e vidéo sur YouTube. Il y avait McFly et Carlito à l'époque qui commençait vraiment à... Pour le coup, c'était au-delà de péter, quoi. C'était un succès monstre. Et le fait qu'ils soient en miniature par défaut, ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé, et aussi parce que les gens ont adoré Gérald. Et en plus, quand l'épisode 2 est sorti, franchement, j'avais les yeux rivés sur les stats et je trouvais ça fou, quoi, parce que ça faisait 100 000 vues en une soirée et c'était énorme, quoi. Enfin, je commençais à peine, je trouvais ça incroyable. Mais ouais, j'étais trop content que je me dis, putain, ouais, je vais pouvoir en vivre, quoi. Alors, j'ai pas eu d'énormes succès comme Gérald a pu l'être après, mais enfin, c'était genre une anomalie, quoi. Genre vraiment,
Je pense que les gens ont adoré et en plus, ouais, j'avais trouvé un format qui me plaisait et qui m'inspirait beaucoup. Enfin, tu sais, il y avait tellement d'expressions à prendre au premier degré que c'était presque illimité, quoi. Donc j'étais trop content d'avoir trouvé ce format-là. Et tu le vis bien, ça te met pas trop la pression de réussir derrière à reconvertir, tu vois? Ouais, si, enfin, à l'époque, pas trop, en vrai. Enfin, vu que je surfais sur une micro-vague, je me laissais porter, quoi, tu vois. Et je faisais mes trucs. Donc j'avais pas trop de pression. C'est juste après, ou quand ça commençait un peu plus à être un rythme de croisière, où je me disais, putain, du coup, je grimpe plus, c'est fini, quoi. Alors que juste, non, enfin, il y a forcément un plafond de verre au bout d'un moment, quoi. De toute façon, sur YouTube, il y a toujours ces problèmes de stats. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté aussi. Ça me prenait trop le chou. Puis vu que je faisais de la fiction, c'était énormément de travail. Je pourrais mettre ça en intro de la vidéo. Chaque vidéo me coûtait entre 8 000 et 15 000 euros. Parce qu'il fallait payer tout le monde. Et à l'époque, je faisais pas le montage, je faisais rien à part écrire et jouer dedans. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que je devais mettre un placement de produit avant chaque vidéo. Et sur des vidéos qui font 5 minutes, il y a 1 minute de placement, donc ça faisait un peu tâche, quoi. Les vues commençaient à baisser, parce que la fiction sur YouTube marchait de moins en moins, pour tout le monde, pour le coup. Donc je me suis dit, vas-y, je vais arrêter. Faut pas que je me force à faire ce métier, quoi, tu vois. En général, du coup, il y a la BD aussi. Comment ça se passe, tout le process de la BD? C'est une maison d'édition qui est venue me chercher. Au final, j'ai pas signé avec eux parce que avec Mixicom, il y avait qu'est-ce que c'était? Michel Lafon, qui travaillait beaucoup avec Mixicom et qui faisait toutes les BD des youtubeurs de Mixicom. Je leur ai demandé que s'ils étaient chauds pour bosser avec moi et ils ont dit oui. Donc l'idée de base vient pas de moi. Ils m'ont donné envie de le faire, quoi. Et franchement, il y a un running gag avec mes potes qui disent qu'elle est à chier et que c'est pas beaucoup vendu. Mais en vrai, on en a quand même vendu 15 000, ce qui est pas mal. En vrai, je les aime bien, ces BD. C'est vrai que c'est pas génial, mais j'étais quand même fier, quoi. Tu parlais de tes potes, tu disais que c'était tes potes qui étaient dans la vidéo. Ouais. C'est pas des gens qui sont dans ce milieu-là. C'est moi, est-ce que justement ton entourage vive le fait que en fait tu commences à devenir une personnalité d'internet? Ils sont assez fiers quand même. Ils trouvent que j'en parle trop. Mais c'est vrai qu'à l'époque, maintenant je fais beaucoup d'efforts. Quand on va prendre un verre, j'essaye de pas trop parler que de moi. Mais c'est vrai qu'à une époque, enfin, vu que c'était dans le mouvement et que enfin, ma vie c'était que ça, quoi. Quand c'est un métier passion, c'est beaucoup plus facile de vouloir en parler tout le temps. Et donc, alors eux, évidemment, en blaguant, ils me disaient, bon, on peut peut-être changer de sujet, quoi. Et donc maintenant, j'essaie enfin, c'est peut-être l'inverse, j'en parle plus du tout, quoi, pour pas les faire chier. Mais ça, c'est aussi dangereux, ouais, de pouvoir avoir un ego monstre et de pas être nombriliste, quoi. On peut assez facilement tomber dans ce piège quand on fait ce métier. Il y a le côté aussi peut-être célébrité, les gens te reconnaissent dans la rue à ce moment-là. Ouais, ça les fait marrer, quoi. Franchement, ça les fait marrer et à chaque fois. Enfin, même encore aujourd'hui, ils s'y font pas. Ouais. Après, attention, moi, je suis pas Squeezie. Hein, genre, ça m'arrive souvent, mais c'est pas non plus. Enfin, ils sont pas sur le cul, les gens, quoi. Je veux dire, ils prennent une photo, ils me disent c'est cool ce que tu fais, et après ils se cassent, quoi. Les gens ont toujours été super sympas avec moi. J'ai jamais eu de débordement et justement parce que je suis pas trop connu, il y a jamais eu de mouvement de foule, quoi. Tu vois. Écoutez, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. C'est incroyable ce qui se passe. Attends, mais je fais des transitions de fou. Nous sommes des jumeaux. C'est une vidéo de Squeezie. Clairement. En fait, c'est beaucoup d'investissement, donc s'ils nous trouvent en moins de 2 minutes, vraiment on aura le somme. On est en train de recevoir le petit appel. Oui, allô? Nous sommes cachés. Nous sommes cachés. Quoi? Nous sommes cachés. Nous sommes cachés. On fait un cache-cache là. Ok. Ah, vous jouez à cache-cache? Ok, vous jouez à cache-cache. Bon, on arrive alors. Bah, on arrive alors, on veut bien jouer avec vous. À toutes. Ça sature à mort. Ça sature à mort, ils sont collés. Ouais, ils ont un truc. Ils sont collés. On détecte tout de suite les indices, on est comme ça, nous. Est-ce que je suis crédible si je fais... Non? Allez, let's go, on y va. Pour moi, ils sont sous des feuilles ou dans une guilie ou un truc comme ça, ils peuvent pas être ailleurs, tu vois. Ok, on voit le lac, c'est bon. C'est pile entre là où on est et le lac. Go, 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 go! Max! Allez, active-toi, ils sont là-bas, c'est sûr, frère. Pour moi, ils sont vers là, c'est obligé. Donc pour moi, ils sont là, ils sont dans l'angle là, vers là. Ça se trouve, la statue, c'est Carlito déguisé, vieux. Ça se trouve, ils sont dans la poussette. J'y ai pensé, mais non. Je dis que de la merde. Je dis les pires idées depuis tout à l'heure. Pardon, désolé. Alors, je vais rétablir une vérité sur cette vidéo. À la base, Carlito devait être avec McFly, mais son enfant venait d'accoucher. Et donc, oui, putain, bon, je suis malade. Sa femme, oui, effectivement, venait d'accoucher, et donc du coup, j'ai dû le remplacer. Et moi, c'était un truc vraiment énorme pour moi. Enfin, genre, c'était génial. J'ai vraiment autant ri que dans ce tournage. Et vraiment, c'était une des premières grosses prods. Enfin, j'avais quand même fait des vidéos avec McFly et Carlito, mais enfin, c'était dans tout Paris. C'était vraiment fat. En plus, à l'époque, moi, je voulais être... Enfin, et d'ailleurs, toujours, hein, je veux être comédien, et je suis d'ailleurs comédien. J'avais un peu peur d'entacher un petit peu ce côté-là. Mais en fait, bon, c'est tellement un kiff de rigoler avec ses potes et que ça soit vu par des millions de gens. Donc, enfin, évidemment, c'est génial. À cette époque, je vivais de mes vidéos, mais j'avoue que je travaillais pas énormément.
parce que justement, j'avais pas l'argent pour faire beaucoup de vidéos, donc j'en faisais une par mois, je dirais. Et j'avoue que quand je faisais une vidéo, en plus je faisais même pas les montages, donc j'écrivais la prochaine, quoi. Et vu que j'en comptais une par mois, c'était assez, je foutais pas grand chose, quoi. Vraiment. Est-ce que j'étais plus heureux à cette époque ou maintenant? Je pense que, enfin, c'est des bonheurs différents, quoi. Là, il y a une espèce d'insouciance. Quand je parle d'insouciance, c'est que quand j'allais faire ces vidéos-là à l'époque, j'avais même pas l'impression de travailler, quoi. Tu vois, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus cette notion de travail, quoi. Et il y a toujours l'amusement et tout, enfin, heureusement, mais c'est vrai qu'à cette époque, vraiment, c'était différent dans ce sens-là, je pense. Ouais. Et tous les mecs avec qui tu tournais à l'époque, c'est des gens que tu vois encore aujourd'hui? On traîne pas ensemble, je sais pas s'il y a un stagiaire là, tu peux nous dire si ça se dit toujours l'expression on traîne ensemble? Oui, ok. On traîne pas ensemble, mais on se croise assez souvent et c'est toujours un plaisir, ouais. En fait, on a tous des métiers qui nous prennent beaucoup de temps, donc en fait, on se croise dans les soirées, on va au resto parfois, mais c'est avec mes potes, entre guillemets, pas connus, que je passe le plus de temps quand même. Mais après, je les aime autant, quoi. En plus, McFly et Carlito, ils ont des enfants, des femmes. On essaye de se voir quand même, mais c'est vrai que c'est plus dur qu'avant, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Passez une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, monsieur, ça va pas être possible ce soir. Mais est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur là? Ok, tu m'as convaincu. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans The Move, l'émission pour découvrir le talent de la danse de demain. On commence tout de suite avec le premier candidat, c'est parti! On sent que je suis pas à l'aise. On fait comment nous en fait Dossier rentre pour demain, 8h. Allez tous vous faire enculer! Donc, c'est les situations impossibles, évidemment. Enfin, évidemment, comme si c'était un classique. C'était à la suite de Gérald et je cherchais un format que je pouvais étirer. Tu vois, mes vidéos, elles sont toujours un peu en format court. Ça, limite, ça aurait pu être une vidéo sur TikTok, quoi. Je savais que les gens allaient aimer, pour le coup. Toi, il y a plein de trucs que je me dis, bon, ça, on verra. Mais ça, pour le coup, j'avais un vrai peu de doute, parce qu'il y a le côté... c'est des mini-sketchs, ça va très vite, quoi. L'épisode 2 et 4, je crois que j'avais écrit avec quelqu'un. Mais le 1 et le 2, non, je l'avais écrit tout seul. Mais encore une fois, c'est parce que je faisais pas beaucoup de vidéos, donc en vrai, j'avais le temps d'écrire. Ça a été longtemps un casse-tête quand même pour écrire des vidéos, parce que je voulais à la fois que ça me plaise, mais en même temps que ça plaise beaucoup aux gens. Mais en fait, t'es aussi tenté de faire ce qui marche, parce que évidemment, le but, c'est de gagner ta vie, quoi, et de pas perdre en abonnés, et que ça plaise, ce que tu fais plaise toujours aux gens, et qu'il y a toujours une espèce de hype, quoi, tu vois. Tu montes les vidéos à quelqu'un avant de les poster, enfin j'imagine que t'as quand même ton monteur, etc. Comment ça se passe le montage et justement l'avant mise en ligne? Je l'ai montré beaucoup à mes potes, et McFly et Carlito aussi, je leur envoie de temps en temps. Ils savent très bien me dire quand c'est nul, quoi. Donc je les écoute. J'ai toujours eu ce manque de confiance en moi, quoi. Parce que, et encore une fois, cette volonté de plaire aux gens. Quand tu sors une vidéo et qu'il y a des gens qui disent ouais, ou c'était mieux avant, forcément tu te dis bon bah merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais ça va un peu mieux maintenant. Ça fait 6 ans que je fais ça, j'ai pris plus de recul par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est aussi ce qui m'a fait arrêter YouTube, quoi. J'ai arrêté aussi YouTube parce que les stats me prenaient le chou, ça coûtait cher, et en plus, les gens, tu sentais qu'ils se lassaient de la fiction sur YouTube, ils consommaient que ça sur Insta et TikTok. Je me dis bon vas-y, je vais arrêter et je vais faire des vidéos sur Insta et TikTok qui me coûteront beaucoup moins cher, et je pourrais en faire plein, et s'il y en a une qui marche pas et qui plaît pas, bah tant pis, quoi. Parce que là, quand je devais sortir une vidéo qu'elle plaisait pas et que je devais attendre 1 mois pour les rechoper, quoi, tu vois, c'est pendant 1 mois en fait j'étais triste, quoi. Donc c'était assez compliqué cette période, sauf quand la vidéo marchait et qu'elle plaisait, quoi. Mais mentalement, c'était assez dur. Alors on a beaucoup parlé de la santé mentale de tous ces gens, de gens qui font ce métier, mais en vrai c'est assez important. Et moi, j'ai préféré couper court au truc parce que c'était trop. C'était trop. Donc du coup je mens. Surtout, hein, je t'en supplie. Ouais. Ah ouais, moi j'ai pas envie de voir ta vraie vie. Hein. Du coup je mens sur mon entourage, je mens sur... Ah mais c'est évident. Non, tu fais comme moi, tu prends des acteurs. Des acteurs? Mais tu crois que Bilal, j'ai rencontré comment, mon père et tout. Ton quoi? Bah, bien sûr, Léopold. Non, arrête, papa situation, t'es pas ton père? Bien sûr que non. Mon père dans la vraie vie, il était pas assez drôle. Du coup j'ai dû faire appel à un acteur. On va lui demander si tu veux. Hein? Mouloud. Ouais. Il est mort.
il est mort, 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 il est mort. Léopold, c'est ciao, Léopold, c'est ciao. Il est mort, il est mort, il est mort. C'est long. Oh la vache. J'ai repris la caméra. À nouveau, je vais pas commenter, regardez. Oh la vache. Ça a l'air si peu confortable. Je crois que ça, c'est mon format préféré que j'ai fait sur ma chaîne. Tu vois, ça fait sens et lien avec ce que je disais avant parce que ça me coûtait rien à faire, les off, parce que j'étais une caméra de vlog. Et c'était le moment où je me disais, putain, en fait, ça me coûte trop cher, faut que j'arrête de dépenser autant. Et du coup, j'avais imaginé ce format. C'était un peu les coulisses de YouTube et de ma vie. Et évidemment, tout était fictionné. Attention, vous avez vu la séquence avec Léna, voilà, c'est évidemment faux. C'est trop marrant à faire. Et pour le coup, très facile, quoi. J'avais juste une petite caméra, j'étais tout seul. Et le problème, j'ai dû arrêter parce que je voulais faire ça que avec des potes ou des gens que j'appréciais. Bah, j'en avais pas tant que ça dans le milieu. Donc, enfin, j'en avais, mais voilà, j'en avais pas un milliard. Donc, franchement, ça réunissait tout. Les potes, la facilité à faire, ça marchait. Big Flo avait invité des potes à lui. Enfin, il a loué une villa pendant un mois. Et il avait fait différentes semaines. Il avait invité ses potes de YouTube, ses potes du conservatoire et ses potes d'enfance. J'avais profité pour prendre ma caméra, je me dis on va tourner des conneries. Et Off est arrivé au même moment, donc du coup j'en ai profité vu qu'il y avait des copains. Toutes les séquences avec Big Flo là, sont de l'impro en vrai. J'avais juste imaginé que voilà, je lui faisais écouter des prods de merde pour son prochain album et après on est parti en impro. Mais en fait l'idée de base est toujours là et puis après le reste c'est quasiment que de l'impro. Ouais. Et maintenant j'avoue que quand je suis en vacances je prends plus ma caméra quoi. Mais encore une fois parce qu'à l'époque je foutais pas grand chose hein, donc ça me dérangeait pas de bosser entre guillemets quand j'étais en vacances. Et là maintenant là je décroche de tout quoi. Putain, je portais des slims à l'époque. C'est chaud. Parce que c'était déjà plus à la mode déjà à cette époque. Hein. Alors 18, c'est mon premier court-métrage, mon tout premier court-métrage, sérieux. Et c'est vrai que c'est parti d'une séquence que j'ai vécue plein de fois dans ma vie, à savoir que ma mère me ramène à la gare pour que je rentre à Paris. Et avec toujours ce sentiment de pas rentrer souvent la voir, aussi de pas assez lui dire je t'aime, quoi. C'est quelque chose que j'essaye d'aujourd'hui de faire de plus en plus, mais c'est toujours un peu compliqué. Je suis toujours un peu gêné quand je lui dis. Du coup, ce court-métrage, je voulais aussi exprimer ça. J'avais un peu peur de l'accueil parce qu'il n'y avait pas de blague. Franchement, les gens avaient bien aimé. Je me rappelle qu'il y a eu un super accueil, donc j'ai été... Pour le coup, ça, j'en suis toujours fier de ça. Franchement, c'était... Je trouve assez beau. En plus, on avait fait ça avec Amaury Dequet. C'était mon petit beau projet, quoi. Et donc, je pensais pas toucher autant de gens. Et au final, il y avait plein de commentaires qui disaient bon, c'est terrible, hein, mais ma mère est partie il n'y a pas très longtemps, je lui ai jamais dit je t'aime, c'est terrible, quoi. Donc c'était un peu le message de ce court-métrage, dites-le avant que ça soit trop tard. C'est un des seuls trucs que j'ai écrit assez rapidement, franchement, je l'ai écrit en 2-3 jours. C'est juste la réalité, quoi, de ma mère et moi, quoi. Les dialogues étaient déjà écrits, en fait. J'étais fier, ouais, de faire mon premier court-métrage et d'avoir toute une équipe, de pouvoir payer tout le monde. Parce qu'à l'époque, je payais personne. Là, vraiment, c'était... Je commençais un peu à me professionnaliser, quoi. Et ouais, franchement, ce truc-là, j'en suis très fier. Bah, aussi bien Dis-lui que La Balle Molle, les deux parlent de la difficulté à exprimer ses sentiments. Mais parce que depuis que je suis tout petit, j'exprime mes sentiments en faisant des blagues. Et les blagues, c'est bon, je les avais déjà faites. J'exprimais le fait que j'avais du mal à exprimer mes sentiments avec ma mère. Et aussi en amour. La Balle Molle, c'était... la difficulté à se projeter dans une relation. Et je suis plus trop d'accord avec le message que je transmets dans ce court-métrage. C'est juste que j'avais pas trouvé la bonne personne. Je suis sorti avec des filles dans ma vie et à chaque fois, j'arrivais pas j'avais peur de me projeter, de voir plus loin avec elles. Ça a jamais duré très très longtemps. Et je me dis, en fait, c'est parce que j'y arrive pas, quoi. Je suis pas fait pour ça.
Et en fait, j'avais tout simplement pas trouvé la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine et j'ai pas peur de me dire que ça y est, c'est elle, quoi. Ça, ces projets-là, tu les fais parce que c'est plus pour toi, pour le coup. Et après, ceux qui kiffent, tant mieux. Mais ça, en plus, j'avais fait faire une musique originale au court-métrage, quoi, tu vois. Donc, ça allait très loin. Je me servais de ma chaîne YouTube comme une bande démo, quoi. Voilà, voilà, je sais écrire ces choses-là, à la fois des trucs drôles et à la fois des trucs pas drôles. Et je sais jouer ces 2 choses-là, quoi. Il y avait aussi une volonté de montrer ce que je savais faire, quoi. Ah oui. Ah waouh. Christophe en rodage. Son spectacle n'est pas prêt, vous non plus. Mesdames et messieurs, découvrez ce soir Christophe. Ça, c'était un bug. Je sais pas pourquoi le régisseur, il l'a mis plusieurs fois. Alors, quelle est la... Bonsoir. Alors ouais, putain, mais non. Attends. On a passé une journée incroyable. Franchement, on était entre potes. Enfin, j'ai toujours adoré faire des stand-up de merde. Et là, en plus, il y avait une deuxième partie à la Cigale avec Jonathan Cohen et Pierre Ninet, et puis un public. Enfin, vraiment, c'était vraiment dingue. On est ressorti de cette journée, mais galvanisé, quoi. Je trouve que les gens l'ont fait trop parce qu'au final, c'est juste une vidéo où c'est des potes qui se marrent et il n'y avait pas besoin d'en faire une traîne, quoi, tu vois. Je comprends, évidemment, parce que les gens veulent se marrer et tout, et je comprends. Mais j'avoue que c'était beaucoup trop pour ce que c'était. Moi, je l'ai revu en plus il y a pas très longtemps et franchement, je rigole énormément encore, mais parce que c'est mes potes, quoi. Donc en fait, c'est ça aussi le truc. Mais si on mettait ces gens-là dans un théâtre avec leurs meilleurs amis, avec un micro et des accessoires, enfin, ils seraient morts de rire dès que quelqu'un entre, quoi. C'est pareil. Mais vu que nous, il y a des caméras et que on est là aussi pour créer une vidéo, on aurait peut-être dû plus respecter les règles, à savoir ne pas rigoler. Et c'est vrai que nous, là, oui, on a trop ri. Mais en même temps, on était tellement contents de retrouver ce format, de nous retrouver, nous, tout simplement. On a peut-être fait des caisses pour les gens, mais nous, quand on l'a vécu, enfin, c'était pas du tout ça, quoi. On était comme des enfants, quoi. Par contre, quand on est arrivé dans la Cigale, il y avait un stress énorme, parce qu'on n'était pas prévenus. Donc on allait à la Cigale après. Alors, moi, je savais pas. Big Flo était au courant, je crois, parce qu'il était dans le coup. Tous les autres, on savait pas. Et encore moins que c'était complet. Donc ça a mis un coup de pression énorme. Et en plus, Pierre Ninet et Jonathan Cohen, voilà, c'était le coup de grâce. Le bonheur que ça m'a procuré, en fait, je me suis dit, bon, en fait, voilà, faut que je... Au bout d'un moment, il faudra que je me lance. Une fois que j'ai arrêté YouTube, je me dis, bon, allez, c'est peut-être le moment. En fait, le stand-up, ça fait, en vrai, depuis toujours que je veux en faire. Mais le déclic est tellement compliqué à avoir parce que, enfin, je me voyais pas arriver au Paname tout seul, entouré de gens que je connaissais pas. Ça aurait été trop terrifiant pour moi. Et donc, je me suis lancé dans le stand-up. Alors ça, déjà, m'a donné envie. Déjà, ce moment où t'es devant 400 personnes et tu les fais rire et tu te dis putain, c'est génial, faut que je fasse ça. Et puis j'ai un pote qui a lancé son comedy club. Il m'a dit viens tester, faire un 10 minutes. Et je l'ai fait. Ça s'est bien passé. C'est la première fois que tu passes sur scène, donc du coup, les gens sont adorables avec toi. Et tu te dis putain, c'est trop facile. Et du coup, la deuxième fois, tu te dis bon, vas-y, j'y vais. Cool, quoi. Et tu te plantes. Et c'est vraiment passionnant comme métier. Et franchement, je suis beaucoup plus épanoui sur scène que sur YouTube. Et nous avons quelqu'un de très très jeune dans le public ce soir. Ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Héloïse. Et t'as quel âge, Héloïse? 9 ans. Oh, oui. T'aimes bien le stand-up, Héloïse? Oui. Tu vas en faire plus tard? Oui. Peut-être que tu as envie d'essayer là. C'est l'occasion, il y a une scène. Tu peux peut-être essayer de faire des blagues? Ouais. On l'encourage? Allez. Je reconnais une belle rangée de salopes au premier rang. Alors ça, je les tourne au Théâtre du Marais, là où je joue. Donc venez, ça change pas grand-chose, c'est juste que je suis là, quoi, et qu'il n'y a pas de montage. C'est ça aussi qui était vachement intéressant, c'est que j'ai dû tout réapprendre de A à Z. Parce que l'humour dans les vidéos et l'humour sur scène, c'est très différent. Il y a évidemment des codes que j'avais pas, que j'ai dû apprendre et que j'apprends évidemment encore aujourd'hui, parce que ça fait que 2 ans que je fais de la scène. Et c'est pour ça que j'ai voulu roder mon spectacle pendant longtemps. Là, ça fait 1 an bientôt que je le rôde, parce que je voulais que ça soit bien. Et au début, évidemment, ça ne l'était pas. C'était très différent. Et j'apprends aussi les trucs qui marchent pas. À me tenir droit sur scène, alors pas forcément raide comme un piqué, mais à être carré, quoi. J'aime bien faire des impros quand je le sens, mais à l'époque, je les faisais en plein milieu d'une blague, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est trop n'importe quoi. Je coupais ma vanne en plein milieu et quelqu'un faisait un truc et du coup, j'interagissais avec ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça demande une maîtrise qui est assez folle. Et là, j'apprends en ce moment ce métier, quoi. Mais je pense que j'apprendrai encore dans 10 ans, quoi. C'est sans fin. Et c'est ça qui est vachement cool avec ce taf, c'est que tu peux que progresser tout le temps, je trouve. Les rodages, c'est un peu du montage, quoi.
Je peux tester des vannes. Quand il y a vraiment une vanne que je sens pas, je la teste même pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des vannes, moi je me suis dit, putain, c'est sûr, ça va être trop drôle, et en fait, pas tant. Et à une époque, je me pissais dessus sur scène, mais bon, j'avais tout un mécanisme avec un sac à dos plat, avec un fil qui est relié à ma poche, et du coup, j'avais juste à déclipser un truc pour me faire pisser dessus sur scène. Et je me dis, putain, mais ça, c'est trop innovant, ça, franchement, personne n'a vu ça sur scène. Et en fait, les gens, c'est drôle, quoi, mais c'est pas non plus... Et d'ailleurs, c'est plus dans le spectacle, ça, parce qu'il y a une partie des spectateurs qui trouvaient ça très gênant et qui étaient gênés de me voir m'humilier sur scène. Et en plus, ça va plus du tout avec les thématiques du spectacle. En vrai, à l'époque, sur scène, au tout début, je jouais beaucoup sur le fait que c'était ma première, et donc du coup, j'étais hyper gêné, et tu vois, je me faisais pisser dessus et tout, donc j'extériorisais le fait que j'étais pas à l'aise. Et maintenant que je suis à l'aise sur scène, j'ai enlevé tout ça, ça n'a plus vraiment de sens. Quels sont les thèmes Est-ce que tu peux nous dire plus ou moins à quoi s'attendre? Alors, le thème peut être un peu rebutant, mais c'est la peur de la mort, essentiellement. Et ça rejoint un peu les courts-métrages que j'avais fait à l'époque, la peur de mourir, la peur de ne pas avoir dit je t'aime à ses parents avant de crever. Et voilà, j'ai fait en sorte qu'on s'ennuie jamais. Il y a plein de blagues, plein de sketchs qui sont différents. Mais là, j'en parle alors que c'est même pas fini, donc ça se trouve, dans un mois, ça sera quelque chose de différent. Mais en l'état, c'est ça. J'ai tout mis un peu... en fait, c'est un peu le cliché du premier spectacle, mais tu parles de tous les trucs, de tous tes traumas un peu. Et moi, ça a toujours été la peur de la mort. Alors, il n'y a pas de moment... deep où vraiment je veux faire pleurer les gens, mais je rigole justement de cette peur de la mort qui m'a suivi depuis que je suis tout petit, quoi, et qui m'a fait de nombreuses crises d'angoisse, qui m'a fait aller voir le psy dès l'âge de 7 ans, donc ça, j'en parle évidemment avec de l'humour. Généralement, franchement, à 99% du temps, je reste à la fin pour voir les gens. Ouais, moi, c'est important en vrai de les remercier aussi, au-delà du merci à la fin, de les voir, et ça coûte rien, ça dure une demi-heure. Et c'est toujours cool, quoi. Enfin, c'est quand même grâce à eux qu'on fait ce métier, donc c'est la moindre des choses d'aller les voir à la fin et de partager un petit moment. On joue toujours un petit personnage, quoi, tout le temps. Encore une fois, même là, hein, dans cette interview, si dans une demi-heure tu me proposes une bière, je serai pas le même, quoi, tu vois. C'est juste là, il y a des caméras et tout, donc forcément... alors j'essaie d'être au plus proche de ce que je suis, mais tu dis toujours les trucs qu'il faut, quoi, tu vois. Pour le spectacle, pour le coup, là, je peux pas être plus sincère que sur scène. Je parle de trucs que j'ai même pas dit à mes parents. Je vais pas dire quoi, mais même mes potes ont appris quand ils sont venus me voir. Et en fait, c'est aussi cool. Ouais, c'est une séance de psy pour laquelle t'es payé, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Je voulais que les gens qui viennent voir le spectacle se disent en sortant qu'ils aient aimé ou pas. Ok, c'est quand même un peu original, et il y a des blagues tout le temps, quoi. Donc il y a pas que du stand-up. Le stand-up, c'est aussi des moments où tu te remets en question parce que t'as des pannes d'inspiration pendant plusieurs semaines, et tu te dis bon bah voilà, c'est fini, j'y arriverai pas. Et puis il y a toujours ce moment où tu te rends compte qu'en fait si, voilà, t'es re-inspiré et ça se passe mieux. Je suis beaucoup plus heureux maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu ma voix. Quand je suis sur scène, c'est le moment où je suis plus heureux, quoi. Donc t'as un lien direct avec les gens, t'as les rires qui sont directs. Bon, tous les humoristes ont déjà dit ça, mais en vrai c'est incomparable. Tu sais, tous les humoristes ont une peur de se faire abandonner et de pas être aimé. Et là t'as des mini je t'aime tout le temps pendant 1h, 1h10, donc c'est... Pour notre ego monstrueux, c'est un bonheur, quoi. Donc là, je suis très content. Je suis toutes les semaines au Théâtre du Marais. C'est à Paris. Et la salle est géniale parce que les gens sont... Les gradins sont vraiment... Les sièges sont vraiment comme ça. Donc t'as un mur de gens. Donc quand ils rigolent, t'as un mur de rire. Et je suis très proche d'eux, quand même. Même du dernier rang, franchement, il y a 10 mètres, quoi, je dirais, max. Donc c'est une très belle salle et j'adore. Voilà.